Bien, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour un nouveau point d'information sur la crise épidémique et la présentation des nouvelles mesures décidées hier en Conseil de défense et de sécurité nationale sous l'autorité du président de la République. En France, comme partout en Europe, la deuxième vague est là. Nous observons aujourd'hui une progression rapide et très préoccupante de l'épidémie dans tous les pays d'Europe. En Italie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, sans parler des pays d'Europe centrale, Pologne, République tchèque, qui sont dans une situation très difficile. Nul n'est épargné. Disons les choses clairement, la situation est grave. Elle est grave en Europe, elle est grave en France. La semaine dernière, nous avons décidé de placer l'ensemble du territoire national en état d'urgence sanitaire et d'instaurer un couvre-feu en Île-de-France et dans 8 autres métropoles. Au cours des derniers jours, la situation sanitaire de notre pays a continué de se dégrader. La circulation du virus atteint aujourd'hui un niveau extrêmement élevé. Le nombre de personnes atteintes du Covid s'établit sur les 7 derniers jours à 251 pour 100 000 personnes, c'est-à-dire une progression de 40% en une semaine. Le taux de reproduction du virus se situe autour de 1,35, ce qui concrètement signifie un doublement du nombre de cas en 15 jours. 2 éléments supplémentaires méritent d'être soulignés. D'abord, sont touchées toutes les tranches d'âge, et notamment les plus de 65 ans, chez qui le nombre de cas a triplé en 6 semaines. Une diffusion du virus qui concerne désormais la quasi-totalité du territoire national. Cette progression de l'épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et à un territoire d'outre-mer, la Polynésie. Dans l'ensemble de ces départements et territoires, le couvre-feu s'appliquera de 21h à 6h sur l'ensemble du territoire des départements concernés et normalement pour une durée de 6 semaines. Ces règles entreront en vigueur à compter de vendredi minuit. Elles seront les mêmes que pour les métropoles déjà placées en couvre-feu depuis samedi dernier. Cela signifie qu'à 21h, chacun devra être chez soi et que, sauf exception, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés. Comme pendant la période du confinement, il faudra, pour sortir après 21h, vous munir d'une attestation prouvant que vous répondez de l'une de ces exceptions. L'attestation et l'ensemble des informations concernant la situation sanitaire et les mesures relatives au couvre-feu sont disponibles sur le site du gouvernement ou en appelant le numéro vert 0800 130 000. S'agissant des départements dont seules les grandes villes avaient été placées en couvre-feu la semaine dernière, j'ai demandé au préfet d'étendre ce couvre-feu à l'ensemble du département. Au total, à compter de vendredi minuit, ce sont 54 départements et un territoire d'outre-mer qui seront soumis à la règle du couvre-feu, soit 46 millions de nos concitoyens. Avec ces mesures, nous poursuivons notre stratégie de riposte graduée et territorialisée. Je vous rappelle que dans les autres départements non soumis au couvre-feu, des mesures de restriction générale s'appliquent partout, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique, ainsi qu'un protocole sanitaire renforcé dans les restaurants. De même, le recours au télétravail a été vivement encouragé dans les entreprises partout où cela est possible. Dans les administrations, les instructions prises prévoient au moins la moitié de la semaine en télétravail, mais exigent le maintien des fonctions de guichet. L'extension de la mesure de couvre-feu à de nombreux autres départements, y compris certains dans lesquels le virus ne circule pas encore autant
que dans les grandes métropoles est une mesure préventive que j'assume. Le virus accélère, nous devons anticiper davantage encore la mise en place de nos mesures. Ces mesures sont lourdes, j'en ai conscience, mais je constate aussi qu'elles sont bien respectées. Depuis samedi dernier, les forces de l'ordre ont effectué 32 033 contrôles et prononcé 4 777 verbalisations pour non-respect du couvre-feu. Il est trop tôt à ce stade pour mesurer les effets du couvre-feu. C'est la semaine prochaine que nous verrons s'il commence à réduire suffisamment la circulation virale. En fonction des résultats obtenus et de l'évolution de l'épidémie, nous réévaluerons le dispositif pour éventuellement le durcir, avec pour priorité absolue la volonté de sauver des vies et de protéger la santé de nos concitoyens, à commencer par les plus vulnérables d'entre nous. Pour cela, nous devons impérativement préserver notre capacité d'accueil à l'hôpital et dans les établissements de santé. Or, le taux d'occupation de nos lits de réanimation a dépassé la barre des 44%. 4 régions sont plus particulièrement touchées: Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, PACA et Hauts-de-France, où la barre des 50% de lits de réanimation occupés par des patients Covid a été franchie. Compte tenu du nombre élevé de nouveaux cas, cette tendance va se poursuivre dans les semaines à venir. Je vous le dis donc très clairement, les semaines qui viennent seront dures. Nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d'augmenter. Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d'après-demain. Le mois de novembre sera éprouvant, nous le savons déjà. Chaque jour, le nombre de décès augmente. Je cède la parole à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, pour un point plus détaillé sur la situation épidémiologique et celle de nos hôpitaux. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, 40 millions de personnes atteintes du coronavirus dans le monde, plus d'1 million de morts, plus d'1 100 000 morts de par le monde. C'est le bilan à date de cette pandémie, un bilan qui s'alourdit jour après jour. Nous avons connu une accalmie en France et en Europe après la première vague qui avait été terrible, une accalmie estivale, mais désormais on peut considérer que l'Europe est à nouveau le continent le plus sévèrement touché par cette pandémie. Une grande majorité de pays de l'Union européenne ont désormais largement franchi ce qu'on appelle le seuil d'alerte. Et un peu partout, hélas, les hôpitaux se remplissent à nouveau. Un certain nombre de pays qui n'avaient pas connu de première vague, je pense à la République tchèque par exemple, enregistrent un nombre de décès quotidiens alarmant. La circulation du virus, vous le savez, je l'ai déjà dit, nous l'avons déjà dit, elle est moins rapide qu'au printemps dernier. Pourquoi est-ce qu'elle est moins rapide ? Parce que nous appliquons les gestes barrières, la distanciation sociale, parce que nous sommes équipés avec des masques, et parce que le gouvernement a mis en place des mesures qui visent justement à freiner la circulation du virus sur tout le territoire national et de manière proportionnée et différenciée dans les territoires dans lesquels il circule le plus. Donc le virus circule moins vite qu'au printemps dernier, mais sa diffusion est quand même croissante et dans des proportions alarmantes. Quelques chiffres pour s'en rendre compte. Il y avait au mois d'août 10 malades repérés, diagnostiqués pour 100 000 Français. Actuellement, ce sont en moyenne 250 malades pour 100 000 Français. Et dans certaines métropoles, je pense notamment à Saint-Étienne, plus de 800 malades pour 100 000 Français, c'est-à-dire 80 fois plus de personnes diagnostiquées qu'au cours du mois d'août. En août, il y avait environ 1500 contaminations par jour. Nous avons dépassé les 25 000 malades par jour en moyenne, c'est-à-dire plus de 1000 malades diagnostiqués dans notre pays chaque heure du jour et de la nuit. Ces chiffres, ils doublent, vous l'avez dit Monsieur le Premier ministre, tous les 15 jours malgré tous les efforts. Et ainsi, sans mesures nouvelles là où c'est nécessaire pour freiner l'épidémie,
il y aurait dans 15 jours plus de 50 000 malades diagnostiqués chaque jour. Pire encore, c'est en particulier chez les personnes âgées, au-delà de 65 ans, que la dynamique épidémique semble désormais la plus forte depuis quelques jours. Cela même, ces personnes au-delà de 65 ans, qui même s'ils peuvent être en très bonne santé, par ailleurs, présentent le plus grand risque de faire des formes graves. L'impact sanitaire, c'est-à-dire ces formes graves, celles qui nécessitent un recours à l'hôpital, voire dans les cas les plus graves, un recours à la réanimation, cet impact sanitaire, il est réel, il est palpable. Et au-delà des chiffres qui peuvent s'égrener au quotidien, ce sont les appels des médecins et des soignants qui reprennent ce que nous avons connu au printemps dernier. Les appels de ces médecins qui au quotidien se battent pour sauver des vies à l'hôpital et qui nous disent faire face à une vague de malades graves qui arrivent par les services des urgences, par le SAMU, et qui remplissent les hôpitaux et les services de réanimation. Il y avait hier près de 2000 malades hospitalisés et plus de 250 patients admis en réanimation. En région Auvergne-Rhône-Alpes, au 15 septembre, il y avait 88 malades en réanimation. Au 2 octobre, il y avait 149 malades en réanimation. Hier, il y avait 360 malades en réanimation. Quand je dis sans mesures nouvelles, la situation s'aggraverait de la même manière. Est-ce à dire que les mesures qui ont été prises, comme la limitation des grands rassemblements, la fermeture des bars, la limitation des rassemblements, y compris dans la sphère privée, à 6 personnes au maximum, ou encore le couvre-feu partout où il a été mis en place, est-ce à dire que ces mesures seraient inefficaces? La réponse est non, et vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, il est trop tôt pour pouvoir tirer les conclusions et les enseignements de l'impact de ces mesures pour freiner l'épidémie. Un rappel, lorsque le confinement généralisé a été mis en place dans notre pays, les courbes ont commencé à s'infléchir à partir de 15 à 18 jours. C'est le temps qui est nécessaire pour véritablement mesurer l'impact des mesures que nous prenons. Et effectivement, en début de semaine prochaine, nous espérons des premiers signes, un frémissement de l'incidence à l'échelle du pays. Sur la courbe qui y apparaît, vous pouvez vous poser la question de pourquoi est-ce que cette courbe qui augmentait avait commencé à s'infléchir avant de repartir très fort. C'est un phénomène que nous avons constaté en France, mais également dans les pays voisins. Je pense à la Belgique, en Grande-Bretagne, en Espagne, mais désormais aussi en Allemagne et l'Italie. Les chercheurs se penche sur la question, peut-être est-ce lié à la vague de froid qui a frappé l'Europe, le grand refroidissement qui est arrivé à cette période-là, qui fait que l'incidence est repartie de plus belle. En tout cas, ce qu'on peut aussi retenir de cette courbe, c'est qu'à un moment, les mesures de gestion, les mesures pour freiner la diffusion du virus avaient commencé à porter leurs fruits. C'est exactement ce que nous attendons des mesures qui ont été mises en place de façon proportionnée sur le territoire national pour les prochains jours et les prochaines semaines. Et vous l'avez dit, ce n'est pas de la prédiction, c'est hélas une évidence, une certitude. Le nombre de formes graves, le nombre d'hospitalisations, le nombre d'admissions en réanimation et le nombre de décès va forcément augmenter dans les semaines qui vont venir. Parce que ce n'est que le reflet des malades qui sont diagnostiqués actuellement. Un malade qui se contamine va développer des symptômes 4 à 5 jours après, quand il développe des symptômes en général, et les formes graves apparaissent entre 8, 10, voire 15 jours après la contamination. Ainsi, quand vous avez une incidence comme celle que nous avons en France ou en Europe chez des personnes dites fragiles, vulnérables de fait de leur âge, eh bien, on le sait, hélas, qu'un certain nombre d'entre elles iront nécessairement à l'hôpital et en réanimation. C'est pour ça d'ailleurs que nos soignants et nos médecins sont en alerte permanente, en ville comme à l'hôpital. Ils sont en alerte permanente pour d'abord faire de la place à l'hôpital. Au-delà même des réanimations, il y a un besoin de lits hospitaliers. Et des mesures sont mises en place. Je vais vous en citer une qui est en cours de mise en place dans la région Île-de-France. Le directeur général de l'Agence régionale de santé demande par exemple aux établissements privés qui ont des services de rééducation qui ne sont pas forcément occupés de pouvoir y transférer des malades qui vont à l'hôpital dans des services de médecine qui ne sont pas atteints du Covid, de manière à libérer de la place dans les services de médecine, dans les hôpitaux et dans les cliniques pour pouvoir y admettre des malades atteints du Covid. Faire de la place, c'est aussi préparer les réanimations. Vous savez, nous l'avons dit et répété, nous avons les équipements de protection qui sont nécessaires, nous avons des médicaments de réanimation avec un stock national permettant de soigner davantage encore de malades si c'était nécessaire que pendant la première vague. Je n'ai jamais caché que l'enjeu majeur était celui des ressources humaines, identifier des soignants, des médecins, des infirmières, des aides-soignants
capables à nouveau, comme ils l'ont fait avec leur courage extraordinaire, de venir aider, épauler, renforcer les équipes lorsque cela devient nécessaire. Monsieur le Premier ministre, vous aviez annoncé la semaine dernière des mesures pour majorer les heures supplémentaires pour les aides-soignants, les infirmières, des compensations au cas où des congés ne pourraient pas être pris. Nous avons également, dans le cadre du budget de la sécurité sociale, financé tout ce qui relèverait de l'hébergement, de l'alimentation, des transports, à l'instar de ce que nous avons réalisé pendant la première vague. Nos soignants sont certes des héros qui prennent soin de nous, mais c'est aussi à nous de prendre soin d'eux. C'est également la préparation de la réanimation, ce qu'on appelle la déprogrammation. Quand on veut augmenter les lits de réa, il faut fermer d'autres lits pour les transformer en lits de réanimation. Vous le savez, nous n'avons pas souhaité déprogrammer l'ensemble des soins sur tout le territoire national, contrairement à ce qui avait été fait au printemps dernier, notamment du fait que la progression est moins exponentielle, le virus circule un peu moins vite, et donc cela nous permet d'avoir un peu plus de délai pour pouvoir fonctionner de façon pratique. Chaque hôpital, chaque région, chaque département est doté d'un protocole sanitaire lui permettant de savoir comment agir dès lors que la pression sanitaire monte. Un exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des soins de chirurgie programmés, en dehors de la chirurgie qu'on appelle ambulatoire ou de la chirurgie cancérologique, l'ensemble de la chirurgie programmée dans le secteur public et dans le secteur privé ont été retardés, suspendus pour une durée d'au moins 2 semaines pour laisser de la place. Déjà dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, des transferts de malades graves ont lieu au sein de la région entre 2 hôpitaux quand un hôpital n'a plus suffisamment de place. Et alors s'enclenche la dynamique de création, de montée du nombre de lits de réanimation pour pouvoir accueillir de nouveaux malades. Quelques chiffres, nous avions dans notre pays historiquement 5100 places de réanimation avec respirateurs et équipe personnelle. Nous sommes montés à 5800 lits dans la durée, à la faveur de l'été, avec des efforts conséquents qui ont été réalisés par l'ensemble des hôpitaux, plus 15% de places de réanimation. Nous sommes capables de monter à 7700 lits dans un délai de moins de 15 jours, sans forcément déprogrammer beaucoup de soins et sans forcément rappeler beaucoup de personnel, mais au prix quand même d'un effort d'organisation important. Et s'il devenait nécessaire d'augmenter davantage encore nos capacités d'accueil en réanimation, sachez qu'au 15 avril dernier, il y avait eu 10 700 lits de réanimation armés, mobilisés pour accueillir des malades. Ce qui ne veut pas dire 10 700 malades du Covid, puisque quoi que nous fassions, nous aurons besoin de lits de réanimation pour des malades qui viennent pour d'autres motifs. En moyenne, au moins 3000 lits sont occupés au quotidien par des gens qui sont en réa pour d'autres motifs. Quand on parle de la préparation du système sanitaire, on parle du système sanitaire dans son ensemble. Et c'est un système qui a su s'adapter et qui sait encore s'adapter, même sous une forte pression épidémique. Par exemple, nous sommes passés en 2 semaines d'1,1 million de tests réalisés par semaine à 1,6 million de tests réalisés au cours des 7 derniers jours. Et le tout sans augmenter les délais, puisque 90% désormais des résultats des tests réalisés sont donnés dans les 48 heures. Un autre exemple de la mobilisation, chaque jour, les agences régionales de santé, le personnel, les équipes qui travaillent au sein des agences, mais aussi au sein de l'assurance maladie et les médecins en ville, sont capables d'appeler 90 000 Français, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont contaminés et diagnostiqués pour le coronavirus, ainsi que les cas contacts. C'est un effort sans précédent dans l'histoire sanitaire de notre pays. Enfin, et vous me l'avez déjà entendu dire plus d'une fois, mais je le répète, quand on parle de système sanitaire, on parle des femmes et des hommes qui sont mobilisés au quotidien, les infirmières, les aides-soignants, les laborantins, les biologistes, les médecins, les brancardiers, les ambulanciers. Ce sont eux qui prennent soin de nous, et quand je dis que nous devons prendre soin d'eux, j'ai dit que le gouvernement faisait sa part, mais c'est aussi à chacun de nous qu'il revient comme citoyen de faire preuve de solidarité, de faire attention dans notre quotidien, de ne pas prendre de risques, de ne pas exposer les personnes autour de nous au risque de contamination. C'est ainsi que chacune et chacun d'entre nous, Français citoyens, pouvons aussi accompagner nos soignants dans la lutte qui a débuté et qui sera longue contre cette épidémie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je veux à mon tour remercier une fois encore tous les soignants, les équipes techniques, les laborantins, les personnels administratifs et finalement l'ensemble de cette chaîne de santé, de la médecine de ville aux établissements de soins qui sont
en première ligne depuis mars dernier et qui sont à nouveau mis à rude épreuve. Je dis également ma gratitude aux collectivités territoriales impliquées dans la mise en œuvre des mesures de restriction, mais également dans les indispensables actions de communication et de prévention, notamment vis-à-vis des publics vulnérables ou fragiles. Mais au-delà de notre capacité à prévenir, à dépister, à soigner, au-delà des mesures administratives que nous déployons, je veux insister solennellement sur le fait que nous avons besoin de l'implication de tous. On ne cesse de le dire et de le répéter, mais je le fais encore car c'est une conviction profonde. La clé de cette lutte contre l'épidémie est plus que jamais entre les mains de chacune et de chacun de nous. Nous détenons tous à notre niveau une partie de la solution. Elle est connue, porter le masque, se laver très régulièrement les mains ou utiliser du gel, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades, respecter une distance d'1 mètre, aérer les lieux dans lesquels vous vivez et travaillez, et enfin, plus que jamais, réduire ces interactions sociales. C'est un sujet de responsabilité et de solidarité collective. C'est aussi un enjeu de protection pour tous. Tant qu'on n'est pas touché, on se croit intouchable. Pourtant, ce virus frappe tout le monde. Il concerne tout le monde, jeunes et moins jeunes, en ville comme à la campagne, avec certes des formes plus ou moins graves, mais sans que nul ne puisse se considérer à l'abri, y compris les jeunes. J'en appelle donc encore et encore à la solidarité nationale et à une mobilisation sans faille. Car si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures. Il est encore temps de l'éviter. Mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais donner la parole au professeur Étienne Gaillat, directeur médical de crise à l'hôpital Lariboisière, qui va nous rappeler que tous les types de profils peuvent développer des formes, y compris graves, de la maladie. Monsieur le professeur. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et merci de me donner l'opportunité, effectivement, de vous présenter quelques éléments de la réalité de ce qu'on vit dans les hôpitaux, et en particulier les hôpitaux d'Île-de-France dans lesquels je travaille. Ce qu'on observe depuis quelques semaines, c'est effectivement une augmentation continue du taux d'incidence du virus dans toutes les classes d'âge. Et ce qu'on a observé, c'est une augmentation qui a commencé dans les classes d'âge les plus jeunes, des patients de moins de 30 ans, et puis un peu plus tard des patients de moins de 40 ans. Et on voit aujourd'hui une augmentation qui s'infléchit encore fortement chez les patients, cette fois plus fragiles parce que plus âgés. Donc ça nous rappelle effectivement que un des moyens efficaces et dont on espère que notamment le couvre-feu portera ses fruits, c'est de limiter la diffusion et la circulation. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un remède à ça, c'est de limiter nos interactions pour éviter de se transmettre le virus. On observe parmi les patients qu'on a à prendre en charge quotidiennement des formes de contamination à l'intérieur de la cellule familiale, à l'intérieur de couples. On a eu à prendre en charge, en particulier dans la première vague, et on espère ne pas l'avoir aujourd'hui, des couples, y compris des couples en réanimation atteints de la Covid-19. Donc ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est on a eu l'impression d'entendre que le virus, dans sa forme d'aujourd'hui, était moins grave et éventuellement moins virulent. Et ce qu'on observe, c'est pas tout à fait ça, malheureusement. On observe deux faits. C'est que les patients qui sont admis dans nos services de réanimation, quand on regarde à peu près la distribution de l'âge et qu'on la compare depuis cet été par rapport au premier pic épidémique, eh bien, cette distribution de l'âge, elle est en fait strictement similaire, encore une fois parmi les patients les plus graves, à savoir que 50% des patients admis en réanimation ont moins de 60 ans.
Et quand on s'intéresse encore à des patients plus jeunes, on a effectivement entre 15 et 20% de patients de moins de 40 ans en réanimation. Très très factuellement, il y a dans l'hôpital dans lequel je travaille, qui est l'hôpital Lariboisière, sur les 32 lits de réanimation qui sont ouverts, 15 patients atteints de Covid-19, 3 d'entre eux ont moins de 40 ans et ont fait des formes graves. Ce qu'on a observé pendant les premières semaines de l'été, c'était des patients qui présentaient notamment moins de besoins de ventilation artificielle, ce qui était évidemment un signal très positif. Malheureusement, on observe maintenant depuis quelques semaines une remontée de ces besoins de soins très lourds, de réanimation, qui fait dire que la virulence du virus est la même et qu'elle touche toutes les couches de la population. Un message important, que j'aimerais porter au nom de la communauté soignante et singulièrement celle de réanimation, c'est d'essayer de contredire un peu l'idée que la solution face à cette remontée épidémique et à cette deuxième vague, ce serait d'augmenter les lits de réanimation, ce qui sous-entendrait que venir en réanimation, c'est pas grand-chose. Quand on vient en réanimation, malheureusement, ce qu'on observe, c'est 15-20% de patients qui n'en sortiront pas parce qu'ils y mourront. Et que parmi ceux qui sortiront de réanimation, il y a encore des patients qui continuent de mourir dans l'année qui suit, et beaucoup d'entre eux, et on l'observe avec la Covid-19, comme on l'observe avec les autres pathologies de réanimation, sortent avec des séquelles lourdes dont ils mettront du temps à se remettre. Donc vraiment, le message, c'est pas d'augmenter le nombre de lits de réanimation, c'est de tout faire pour éviter l'admission en réanimation et donc éviter la circulation du virus et les contaminations. Un des moyens, c'est effectivement, encore une fois, la distanciation. On l'a beaucoup dit, on l'a observé comme étant efficace. Et puis, tout ce qui est le tracing des patients, c'est-à-dire être capable de repérer les patients qui sont contacts d'un cas positif afin qu'éviter qu'eux-mêmes aillent contaminer d'autres patients. C'est aussi une réalité qu'on partage. Il y a des patients qui n'ont pas de symptômes et qui sont pourtant contagieux, et c'est cela probablement qu'il faut identifier le plus tôt possible pour éviter plus de dissémination. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Face à l'accélération de l'épidémie qui vient d'être rappelée, nous devons mobiliser tous les outils. Les nouvelles technologies constituent un de ces outils utiles pour retracer les chaînes de contamination, et ce, tout particulièrement lorsque la circulation du virus est élevée, et nous y sommes. Le gouvernement lance aujourd'hui la nouvelle application Tous Anti-Covid. Elle est disponible au téléchargement dès aujourd'hui, et je vous invite à tous la télécharger comme je l'ai fait moi-même. Je cède la parole à Cédric O, le secrétaire d'État en charge du dossier, pour qu'il vous présente les nouvelles fonctionnalités de l'application. Merci, Monsieur le Premier ministre. Les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui sont difficiles. Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a dit, elles pourraient l'être encore plus à l'avenir. Mais cela n'est pas inéluctable. Nous ne sommes pas condamnés à une politique de stop and go dont nous savons à quel point elle est pénible pour nos concitoyens et dévastatrice pour notre économie. Pour cela, et Monsieur le Premier ministre l'a rappelé, nous avons besoin d'être chacun d'entre nous acteurs de la lutte contre le virus. C'est bien sûr le port du masque. Ce sont bien sûr les réflexes de distanciation physique. C'est bien sûr la réduction de nos interactions sociales. Mais c'est aussi l'utilisation de tous les outils qui peuvent nous aider à contrôler un virus qui va durer tout en continuant à vivre, et notamment les outils numériques. Ces outils numériques doivent permettre à chacun d'être acteur des 3 piliers de la stratégie mise en place pour réduire durablement la circulation du virus et de participer à notre résilience et à notre résistance collective. Tester, alerter et protéger. Ce que nous voulons faire avec ces outils numériques, c'est rendre chaque Français réellement acteur de l'ensemble de la chaîne de lutte contre le virus. C'est d'abord tester. Et je veux rappeler ici l'existence et l'utilité du site dépistagecovid.gouv.fr, je répète, dépistagecovid.gouv.fr,
qui permet à chacun de trouver facilement un laboratoire près de chez soi et d'être informé des temps d'attente. Il ne faut pas renoncer à se faire tester parce que l'on pense qu'on ne sait pas où aller ou que c'est trop long. Cet outil, développé avec les équipes du ministère de la Santé, vous facilitera la vie si vous devez vous faire tester et surtout vous permet, en remontant vos informations sur les temps d'attente, de partager une information précieuse pour tous. C'est aussi alerter. Et Monsieur le Premier ministre vient de le dire, pour gagner du temps sur le virus, nous avons lancé aujourd'hui l'application Tous Anti-Covid, mise à jour de l'application Stop Covid. Il faut, au sujet de l'application Stop Covid, être extrêmement clair. Oui, l'application n'a pas été suffisamment téléchargée pour être un outil vraiment utile dans la lutte contre le coronavirus. Et s'il faut en prendre la responsabilité, nous la prenons entièrement, moi le premier. Mais cette adoption insuffisante